En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand on regarde ces chiffres-là, c'est pas la première fois qu'on présente des études justement sur les écarts de richesse, les inégalités de revenus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Est-ce que c'est préoccupant? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique? Avec nous, Vincent Gelozo, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, et Yannick Marcil, économiste indépendant. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce rapport-là, des données, des conclusions d'aujourd'hui, Yannick Marcil? Comme vous l'avez dit, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Déjà l'année dernière, à la fois la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Forum de Davos avaient présenté dans les risques les plus importants pour l'économie les écarts de richesse, les inégalités. Pourquoi ces institutions qui sont, on s'entend, pas des organes de propagande d'ultra-gauche, pourquoi les présentent-ils comme des facteurs de risque? Essentiellement parce que ça crée de l'instabilité dans l'économie. Hein, c'est un potentiel d'instabilité, un potentiel, en fait, de ralentissement économique, parce qu'on vit présentement, en fait, depuis la crise de 2008, une espèce de stagnation économique dans la plupart des économies du monde, qui est due en grande partie par la faiblesse de la demande, donc de la consommation. Or, si une grande partie de la population, peu importe comment on la mesure, peu importe si on dit 99 80 50 ne s'enrichit pas, voire s'appauvrit, bien, la machine économique s'enraye, en quelque sorte. N'est-ce pas? Alors, d'un point de vue strictement économique, c'est préoccupant. Au point de vue factuel, au point de vue du fonctionnement de notre économie. Oui. Vincent Gelozo, est-ce que ça vous préoccupe, ça vous inquiète de voir cette situation-là qu'on décrit, comme je dis souvent, mais qui semble encore un peu plus claire aujourd'hui dans le rapport d'Oxfam? Je ne pense pas que le rapport d'Oxfam devrait, même s'il s'attaque à un phénomène qui est important et qui doit être étudié en plus de détails, je ne pense pas qu'il apporte une lumière qui est suffisamment convaincante pour montrer l'ampleur de la situation. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que les données mondiales montrent clairement qu'il y a une diminution à travers le temps des inégalités de revenus. C'est-à-dire que quand on prend le revenu que les gens vivent par jour, Banque mondiale, UC Davis, l'Université de Californie à Davis, tous les groupes qui étudient ça, tous les économistes du développement sont conscients qu'à l'échelle mondiale, il y a une diminution des inégalités grâce à l'élimination de la pauvreté, qui est le principal objectif en économie du développement. Les inégalités à l'échelle mondiale diminuent. Donc, Oxfam arrive avec une étude qui se base uniquement sur la richesse agrégée, donc la richesse nette, en présumant que si quelqu'un a un revenu dans le top 10 il a aussi une richesse dans le top 10 mais quand on regarde les enquêtes, c'est rarement le cas. C'est pas toujours une corrélation 1 pour 1. Non seulement ça, mais en plus, Oxfam oublie une chose importante qui est connue pour tous les économistes du développement, pour les gens des pays pauvres, c'est que leur richesse à eux n'est pas inscrite formellement. Il y a un économiste péruvien, Arnaud Di Sotto... La richesse des plus riches? Des plus pauvres. Des plus pauvres. 10 billions, donc 10 millions fois 10 millions de dollars en valeur de propriété chez les plus pauvres, qui n'est pas inclus, parce que dans plusieurs pays en voie de développement, la propriété, les droits de propriété ne sont pas reconnus. Est-ce que... Toute cette richesse-là n'est pas sur les livres. Donc, on sous-estime massivement la richesse des plus pauvres, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas des bonnes institutions qui reconnaissent la propriété qu'ils ont. En même temps, ce rapport-là, il est endossé par des économistes de renom, notamment Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs. Il y a quand même des gens qui sont derrière ça. Puis comme je vous dis, c'est pas le premier, mais je vous pose la question, est-ce qu'on a vraiment toutes les données essentielles pour être certain de ce qu'on affirme quand on parle des écarts de richesse? La question dépasse cela, dans le sens suivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de la question morale et politique derrière ça. Quand on dit que 80 individus possèdent plus que 50 de la planète, de la population planétaire, que ce soit 80 individus... 50 300, des moins riches. Des moins riches. C'est ça. Que ce soit 80, 120, 320, le chiffre précis ne compte pas. Le problème, c'est que ça induit un déséquilibre politique et moral, dans le sens où ces 80, 100, 200 personnes peuvent changer le cours du monde en ayant des moyens démesurés par rapport à une grande partie de la population et influencer des décisions politiques, économiques, de la planification, comme on le voit par exemple en Europe présentement, où on a des décisions majeures à prendre, comme on le voit au Japon, comme on le voit ici. Le problème, il est aussi moral. Il ne faut pas évacuer cette question-là, peu importe la précision de la mesure. Et est-ce qu'il n'y a pas des dangers lorsqu'on voit les écarts? Parce que on peut contester les chiffres si on veut, mais les graphiques qui sont présentés aujourd'hui, puis les données qui sont présentées, qui démontrent un écart, et même le graphique que je présentais des 80 personnes par rapport aux 50 les plus pauvres, où on voit justement leur richesse baisser,
est-ce qu'il n'y a pas un danger d'alimenter criminalité, violence, troubles sociaux? Bon, on va remettre une chose au clair. Je vais encore plus clarifier mon propos initial parce que c'est vraiment important de comprendre que les écarts de richesse au terme de ce que les gens ont accumulé ne sont pas une bonne mesure du... Un Crédit Suisse recommande de ne pas utiliser les données telles que Oxfam le fait, premièrement. Deuxièmement, c'est que ce qui est important pour nous, c'est de savoir combien les gens ont par jour pour vivre. Donc, on regarde la pauvreté, le niveau de revenu que les gens ont pour vivre. Ces mesures-là montrent clairement qu'il y a un déclin des inégalités sur la surface du monde. Les gens devraient comprendre ça. En économie du développement, on est très conscient qu'il y a une baisse des inégalités à la surface du monde. Donc, le monde est maintenant moins inégal qu'il l'était en 1950 ou en 1900. La montée des inégalités est un phénomène fondamentalement occidental. Donc, on le voit à l'intérieur des sociétés occidentales, mais on ne le voit pas à l'échelle de la planète. Et vous rejetez donc les données qui sont présentées aujourd'hui? Les données d'Oxfam ont des limitations. Un, parce qu'elles sous-estiment massivement la richesse des plus pauvres, mais aussi parce qu'elles se basent sur une utilisation qui n'est pas recommandée par la source fondamentale qu'ils ont utilisée. Je veux vous faire entendre Max Lawson, qui est le responsable des politiques et des campagnes à Oxfam, qui, lui, croit à ces données et veut qu'on aille plus loin sur ces données. On l'écoute. The clear message that governments should take away from Davos is that they should tax the rich. They should tax rich people and rich corporations progressively and fairly. Rich individuals, and particularly the richest individuals, should pay a reasonable level of tax, the kinds of levels of tax they were paying as recently as the 1990s. Est-ce que de taxer davantage les plus riches est une façon de réduire les inégalités de richesse? Écoutez, il n'y a pas de solution magique à tout ça. C'est une question politique, donc de choix collectif. Je pense que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est la masse de la population qui est de plus en plus étranglée par sa situation économique. On sait les taux d'endettement des familles au Canada, comme partout en Occident, sont extrêmement élevés. Et ce sont elles qui empêchent la reprise économique par cet étranglement par le crédit, qui empêche finalement de relancer la demande par la consommation. Il y a aujourd'hui des appels nombreux de la part de très riches, Américains notamment, pour baisser le fardeau fiscal de cette classe moyenne-là. Ce que Obama entend. Exactement. Parce que c'est ça qu'il va proposer demain. Pour pouvoir leur donner un peu d'oxygène de façon, politique ou morale, mais aussi pour économiquement relancer la demande. A-t-il raison de vouloir taxer davantage les plus riches pour baisser les impôts de la classe moyenne? Premièrement, il faut faire une distinction. Là, le rapport d'Oxfam traite des inégalités au niveau mondial. Et donc, diffusons ça du sujet des inégalités au niveau domestique, donc Canada, États-Unis, ces choses-là. Au niveau mondial, la politique la plus importante qu'on devrait faire, c'est faire la distinction entre pauvreté et inégalité. C'est pas la faute d'un Canadien qui est riche qu'un Africain est pauvre. C'est qu'il y a des politiques publiques, un peu de la part du Canada, mais aussi de la part des pays dans lesquels les gens vivent. Mais restons en général. Est-ce qu'il faut augmenter la taxation, comme Oxfam le propose, des plus riches pour réduire les inégalités? Ça, je suis en train de dire, ça serait beaucoup mieux, par exemple, de notre part à nous, pour réduire les inégalités au niveau mondial, de combattre avec des politiques qui leur permettent, eux, d'augmenter leurs revenus, d'éradiquer la pauvreté chez eux, du libre-échange, plus d'ouverture commerciale sur ces pays-là, les laisser exporter vers chez nous, donc de pouvoir laisser les Canadiens libres d'acheter leurs produits. Ça, c'est une des mesures qui contribue le plus à éradiquer la pauvreté dans ces sociétés-là. Grimper la majorité des gens de la Terre en termes de revenus, donc réduire l'écart entre les pays de l'Ouest et les pays sous-développés. Maintenant, à l'intérieur des sociétés développées, c'est un sujet différent. La question de la taxation est exagérée. Taxer les riches davantage, on réalise qu'une grosse partie des inégalités, souvent, viennent de réglementations gouvernementales qui aident les plus riches. Par exemple, des subventions aux entreprises, des bail-outs aux banques, des choses que plusieurs économistes, même à droite, dénoncent parce que ces politiques-là créent des inégalités dans le mauvais sens et des inégalités régressives qui transfèrent de l'argent des plus pauvres vers les plus riches. Donc, avant d'essayer de retaxer ce qu'on a redistribué, arrêtons des mécanismes qui perturbent le marché. Je dirais simplement qu'il faut se rendre compte que la perception est aussi importante que la réalité. Et qu'à partir du moment où on a l'impression qu'il y a des enrichissements trop grands dans la société, il y a une partie de la population qui se déconnecte de la vie économique et politique. Et ça peut être très dangereux. Et c'est pas pour rien que, comme je le disais, la Banque mondiale, le FMI, Davos et maintenant Oxfam le dénoncent. C'est qu'il y a un risque inhérent à ça. Alors, je pose la question aux gens. Si les gens ont le goût de se prononcer sur cette question, vous allez sur notre page Facebook. Je vous remercie, Vincent Gelozo, Yannick Marcel. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette réflexion aujourd'hui. Sur notre